Ce podcast est une présentation de l'entreprise de signalétique et d'affichage Bromard. Ne manquez pas mon nouveau segment au milieu de l'épisode. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Marc-Antoine Legault. Marc-Antoine est nouvellement copropriétaire du groupe Legault qui appartenait à son père et son oncle. Le groupe Legault détient notamment les marques comme Mondou et plusieurs autres. Mondou a 75 succursales à travers le Québec et plus que 75 en fait. Donc c'est ça, salut Marc-Antoine, ça va? Salut Niri, ça va bien. Ça va super bien. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. On est rendu à 85, me semble. 85? Ouais. Ben, juste au Québec, mais ouais. C'est vraiment impressionnant. Comme j'ai mentionné dans l'intro, vous avez racheté, toi, ta soeur et ton cousin et ta cousine. Ouais. Et je veux savoir pourquoi tu décides racheter une grosse affaire comme ça, une grosse entreprise, parce que oui, tu peux avoir l'air de dire ben oui, of course, dans la famille il y a ça, fait que je vais continuer ça, mais pas nécessairement. Peut-être il y a du monde qui sont genre moi ça m'intéresse pas d'avoir de quoi d'aussi gros ou de quoi, puis tout ce complexe. Pourquoi tu as décidé de racheter ton père en fait? C'est une bonne question. En fait, je pense que si tu demandes aux quatre, il y a peut-être une histoire toute différente un à l'autre. Mais moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'à un moment donné, il y a à peu près 1 an, il y a eu comme un shift où on a fait, où je pense que c'est mon oncle Jules qui a fait comme « Hey, gars, juste vous dire, si ça vous tente, on peut le faire. » Nice. Puis à ce moment-là, il y a eu comme un genre de gros examen de conscience de toute la gang. Puis les 4, on était là. On travaillait pour le groupe. Ça a juste fait comme « Hey, OK. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur notre relation. Parce que c'est sûr, travailler avec la famille, c'est pas toujours facile. Donc, on est allé chercher de l'aide juste pour comme, tu sais, figer un peu le tout pour être sûr que comme le fit soit vraiment solide. Parce que je pense c'est qu'on avait toutes des compétences complémentaires, mais c'était de voir comment on peut faire ça fonctionner. Donc, à peu près pendant un peu moins qu'1 an, ça a été comme le gros focus où on a rencontré, il y a une personne en particulier qui revient souvent, qui est Rémi Tremblay de la Maison des Leaders. On s'est assis avec lui, puis on a vraiment pris le temps d'apprendre à se connaître. Parce que le problème qu'on avait, c'était pas le savoir-faire, mais c'était plus le savoir-être. Tu sais, comme travailler en communion, tu sais, je sais que tu as un partner, comme c'est sûrement la même affaire, tu sais. Ouais, vraiment. Il y a du petit détail qu'il faut que tu travailles. Donc, tu sais, nous, c'était vraiment ça. Puis on dirait que comme plus le travail se faisait entre nous, plus ça devenait clair qu'on voulait rester. Puis que, tu sais, les 4, on était en amour avec ce qu'on faisait. On aimait, on aime la business, on aime l'historique en arrière. Puis c'est ça. T'sais, on dirait que comme on s'était tout un peu entendu sur ouais, faut l'essayer. Puis c'était un peu ça. Nice. C'est le... Je sais pas, je réponds bien à la question, mais c'était vraiment ça. C'est que je pense que tout le monde, on s'était dit, hey, on essaye dessus pour vrai. T'sais, on est tous là-dedans depuis un bout, là. On agit en tant que relève, là, on a l'opportunité de le reprendre. Essayons. Ah, c'est nice. Y avait-tu de quoi en particulier qui te faisait plus peur qu'autre chose, de reprendre les règnes de quoi d'aussi gros? Ben, tu sais, comme tu le dis, c'est quelque chose d'assez gros. Tu sais, il y a comme un... on reprend les rênes de quelque chose, on reprend les rênes de 40 ans de métier. Ouais. Puis malgré que dans les dernières années, les 2 frères étaient moins présents, mais c'est quand même 40 ans de métier, c'est de l'expertise. Moi, je l'ai vu, les 3 autres peuvent te le dire, là, c'est en grandissant, tu vois ton père qui est démené corps et âme dans quelque chose, puis tu te dis, OK, j'ai-tu les capacités de me mettre là? Ah ouais. Puis surtout, c'est... moi, c'est beaucoup sur le fait de comme, tu sais, est-ce que je suis capable de rester animé là-dedans? Donc, je te dirais que c'est surtout ça. Mais ce qui me rassure beaucoup, c'est que, ben, tu sais, j'ai les 3 autres. Qui sont, comme je dis, on se complète bien. Donc, il y a comme quelque chose d'un peu rassurant là-dedans. Se dire qu'il y a comme, ben, l'angoisse est partagée. Ouais, je comprends. Que t'es pas tout seul à avoir les règles. Je trouve ça intéressant, tu sais, parce que le reprenariat devient... On dirait que c'est un terme qu'on entend plus souvent. Puis on s'est connus à l'école d'entrepreneur de bourse qui était là pour parler. Puis la moitié du groupe qu'on était à peu près, c'était des gens qui allaient reprendre. T'sais. Puis on dirait que c'est là la première fois que j'ai été comme confronté à OK, c'est stressant. T'sais, le monde avait l'air stressé de reprendre. Puis aussi, c'était beaucoup de pas te décevoir, on dirait. On dirait que c'est plus ça de comme. Si ils baignaient là-dedans, puis c'était un inconnu qui avait ça, puis ils disaient, tu veux racheter, on dirait qu'il y aurait peut-être plus de confiance. Mais vu que c'est leur père ou leur mère, c'est souvent genre,
il faut pas que je déçois. Mon père a tout bâti ça. Ma famille a tout bâti ça. Moi, je peux pas venir puis faire mourir ça. T'avais-tu genre ce stress-là? Mais en même temps, quand c'est gros de même, tu peux pas juste faire mourir ça du jour au lendemain. Là, non, mais... Ouais, non, mais quand même, oui, mais tu sais, je te dis que non, c'est pas aussi facile que ça. Ça, ce qui est comme... Tu te fais donner les clés, là. Ouais. Puis l'affaire, c'est que... on peut le voir avec plein de business, c'était 1-2 mauvaises décisions qui rend tout bien plus compliqué. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr que oui, tu te mets en tête comme... oui, on part pas, on n'est pas tout seul, on a des équipes autour de nous, on est des gens vraiment de confiance avec qui on travaille, qui comme je sais qui ont le bien-être de l'entreprise. Mais c'est sûr que tu sais, c'est le facteur qui me saute aux yeux, c'est les motifs. Parce que ça tombe un peu dans l'irrationnel à un moment donné, parce que c'est que tu reprends la business de tes parents. Ouais. T'as l'impression comme tu veux pas les décevoir. Il y a comme un genre de... Tu sais, quand t'es à l'école, je sais pas si tu l'as vécu, mais puis c'est pas comme j'avais énormément de pression de mes parents, mais tu sais, ça reste que t'es à l'école, tu veux donner des bonnes notes. Ouais. Quand t'es au secondaire. Vraiment. Même jusqu'à l'université, tu vas offrir des bonnes notes à tes parents. Ouais. Mais c'est comme si t'avais une genre de prise 2 de ça. OK, ouais. Puis, tu sais, c'est ça qui est particulier. Puis, tu sais, moi, je me rappelle quand... Tu sais, avant que je rentre pour l'entreprise familiale, tu sais, j'étais à mon compte. Ouais. Puis durant cette période-là, tu sais, j'ai jamais eu une seule réflexion vis-à-vis de mes parents. C'est jamais. Tu sais, c'était comme... Puis même si j'avais de quoi qui marchait pas, c'est pas... Non, tu sais, ça venait me chercher moi, mais tu sais, jamais de la vie, j'avais comme un genre de regard parental. Donc, tu sais, je peux comprendre une relève qui réembarque, c'est que t'as comme la genre de deuxième pression qui est, ben, je vais pas décevoir ma famille. Deuxièmement, il y a tout le facteur d'imposteur qui embarque parce que tu te le fais dire. Moi, je me l'ai déjà fait dire. C'est que ben, c'est facile, t'as pas à passer l'entrevue. Ça, c'est intéressant. C'est-tu quelqu'un dans l'entreprise qui t'a dit ça ou c'est quelqu'un nowhere, pas dans le groupe? Tu sais, quand je peux dire, si t'es une relève, tu l'entends plusieurs fois dans ta vie. C'est à plusieurs strates. Ouais. Donc, il va toujours y avoir quelqu'un qui va pas vouloir comprendre. Puis, tu sais, surtout, c'est que quand t'es là-dedans, c'est t'essaies de pas te faire prendre dans ces questions-là, mais des fois t'as des journées moins bonnes que d'autres, donc ça vient te chercher. Ouais, c'est sûr que ça doit être un truc compliqué à gérer, de se dire comme, OK, là, dans le fond, mes parents ont bâti ça, mon père a bâti ça, puis là, je reprends, tu sais, comme, est-ce que moi, on dirait que la première chose que je vois en tête, c'est me dire, les employés vont-tu ma gang, là, tout le monde qui est là, vont-tu me croire? Ils vont-tu me croire quand je vais leur dire comme non, mais maintenant c'est moi qui sont charge de faire. Non, ton père en charge, ton père est pas là en ce moment. C'est comme, on dirait j'aurais ce feeling-là. C'est comme stressant, on dirait. Ben, c'est sûr que oui, tu l'as, puis il y a des. Il y a des gens qui ont des... Tu sais, je sais, quand je regarde chez Mordeau, il y a des gens qui ont des relations très privilégiées avec mon père. Puis ça, je peux jamais l'enlever. Non, c'est ça. Ça, c'est excellent. T'sais, moi, je te dirais que il y a une part de relève, puis quand tu arrives dans ce genre de parcours-là, il y a comme une part de prendre soin de ton monde qui est bien important. S'il y avait un... Puis je le réalise dernièrement, s'il y a comme un travail qui est bien important pour une relève, qui est souvent mis de côté, c'est le volet non professionnel. C'est quand tu arrives comme une relève dans une entreprise, c'est que tu prends tes skills que tu as créés au sein de ta vie, que ce soit des jobs anciennes ou juste tes capacités, tu rentres là-dedans puis tu mets le focus là-dessus. Ça, c'est bon. Mais il y a un volet qui est vraiment sous-entendu, qui est celui de... le vibe dans l'air. Puis cette vibe-là... De comment que t'es, genre. Ouais, exact. C'est comment je suis... Est-ce que j'interagis avec le monde? Est-ce que tu deviens un peu cette personne-là qui veut prendre soin de toi? Comment je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont te voir comme quelqu'un qui prend soin d'eux. Et la vrai, c'est qu'avec le temps, il faut que tu comprennes que ça fait aussi partie de ta job, d'être présent, de communiquer avec eux, passer du temps sur le plancher. Peu importe l'entreprise dans laquelle t'es, puis je le vois que c'est dans d'autres entreprises familiales avec d'autres relèves que j'ai parlé, c'est toujours le volet qui vient après. Puis je te dirais, comme pour répondre à la question que tu as posée, je te dirais que c'est ce bout-là qui est bien important si tu veux éviter ce genre de contact-là de comme il faut que les gens te connaissent. C'est ça, t'as pas le choix. Oui, d'une certaine façon,
tu as un parcours différent des autres. Donc, tu sais, il faut pas que tu leur laisses croire que c'est vrai ce qu'ils pensent. Oui, je comprends. Puis, tu veux-tu expliquer juste un peu l'histoire de ton père et ton oncle, juste pour que les gens comprennent comment ça fait longtemps que comment ça a parti, Groupe Lego, puis tout ça, rapidement. T'sais. Ouais, en gros, c'est... ça part de loin. En 1919, mon arrière-grand-père avait une compagnie d'import-export d'à peu près n'importe quoi, basée dans la basse ville de Québec. Okay. Dans le coin, ça s'appelle Saint-Sauveur, pour de Saint-Roch. Puis ça s'appelle Global Trading Co. Okay. Puis il importait pas mal n'importe quoi. Ça avait des instruments de musique à de la farine, tu sais. À travers le temps, l'entreprise s'est un peu développée. La charte de la langue française est rentrée là-dedans. Ils ont dû changer le nom pour Gloco. Okay. Et tranquillement, mon grand-père a pris cette business-là. Mm-hmm. Et ils ont vraiment focusé sur tout ce qui était plus agricole. Donc, dans ce cas-ci, c'était vraiment les engrais puis tout ce qui est entourait tout ça. La compagnie, tu sais, c'est une petite compagnie. Ils ont déménagé de Québec, sont venus à Montréal. Puis, je pense que c'est mon oncle, qui avait fait son cours de comptable, son CA, il appelait ça à l'époque, chez PricewaterhouseCoopers. Okay. Et je pense qu'il s'était mis dans la tête qu'il voulait reprendre la business de son père. Donc, après son stage, il a commencé à travailler chez Gloco. Mm-hmm. Parallèlement à ça, mon père, lui, il était représentant des ventes chez Rossigna, la compagnie de ski. On a une grosse famille de ski. Puis lui, en gros, c'était comme un bon vendeur qui se promenait, puis il vendait du stock, puis il tripait bien raide. Il y avait ce genre de personnalité-là de comme vendre du stock. Mm-hmm. Pas vendre du stock, mais il est très... Comment je peux dire... Il est très invitant. OK, je comprends. Donc, les deux se complétaient bien. Tu avais un comptable et tu avais un plus vendeur. Ouais. Pendant que mon oncle travaille chez Gloco, tu as un partenaire à Gloco qui s'appelle... c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Leduc. Il y a un moulin à farine basé dans le Myland, qui est pas loin de... c'est dans le coin d'Henri Julien. Là. Lui, il a un moulin à farine, ça s'appelle J.E. Mondou, puis il veut vendre ça. Il veut plus, il est tanné, puis je pense qu'il vendait ça pour des peanuts. OK. Puis à ce moment-là, mon grand-père va voir mon oncle, il fait « Hey, ça vous tente-tu? » Ben, ça te tente-tu? Mm-hmm. Mon oncle, il se gratte la tête, il se dit « Hey, si je peux partir ça, je vais faire ça avec mon frère. Mm-hmm. » Il voit la similarité. Donc, en 83, il achète ce moulin à farine-là. Puis, ils vendent aussi... Puis, parenthèse, là, puis ça va faire plus de sens, là. C'est qu'ils vendaient aussi de la bouffe en gros pour oiseaux. OK. Donc, ils ont vu... On dirait qu'en prenant possession de la business, ils ont comme vu un avenue quelconque avec les animaux domestiques. Puis, je te dirais que c'est là qu'est né Mondou comme on le connaît là. Mm-hmm. Donc, ils sont passés du grossiste à faire plus du retail. Ouais. Ils ont commencé à plus focusser sur les animaux domestiques. C'était moins la tendance à l'époque, mais eux, ils voyaient qu'il y avait comme un genre de flair là-dedans. Mm-hmm. Puis dans la construction de ce qui est devenu Mondou, comme on le connaît maintenant, c'est qu'ils ont commencé à faire l'acquisition de certaines bâtisses pour être en mesure de mieux contrôler leurs baux. Ils ont contrôlé leur marque ils ont créé une marque privée qui s'appelle VetDiet, qui est maintenant un conglomérat d'entreprises qui s'appelle Legault Innovation. Après ça, ils ont décidé de faire tout ce qui est la distribution, chose qu'on fait encore. Ouais. Et jusqu'à dernièrement, là, on était en phase de test, là, c'est officiel, mais là, on est en production maintenant. Donc, là, on fait notre propre bouffe. J'allais t'en parler justement plus tard dans le podcast. Puis là, en gros, c'est que tout ce conglomérat-là est devenu Groupe Legault. Puis en fait, tout ça, c'est ce qui entoure Mondou. En gros, l'idée, c'était de renforcer notre position en retail. L'idée, si tu veux faire du bon retail, c'est ton local, ton stock, puis tout ce qui est comme la création de ton produit. Ouais. Donc, nous, c'était vraiment ça le gros focus. Le but, c'était d'être intégré le plus possible. Mm-hmm. Puis on est vraiment plus au stade maintenant de comme exporter ça un peu. Okay. Donc là, c'est pour ça qu'on a fait des acquisitions. Là, on a fait une acquisition en Ontario avec Renspet. Okay. Il y a quelques mois, on a fait une acquisition partielle avec un autre joueur basé dans l'Ouest canadien. Okay. Là, on n'est pas à 100%, on est à 45%. Eux sont basés à Edmonton. Okay. Donc, l'idée, c'est de juste renforcer notre position sur le marché. Mm-hmm. Donc, en gros, tout ça est né d'un petit moulin à farine dans le Myland. On est rendu 2000 employés maintenant. Ah, c'est complètement dingue. Puis justement, quand toi t'es arrivé, parce que là, c'est cool, c'est ça, tu sais. Mais quand vous êtes-tu arrivé tout en même temps dans l'entreprise? Comme quand toi t'es arrivé quand, puis les autres sont arrivés quand à peu près? Mon cousin, je pense, mon cousin, c'est celui que ça fait le plus longtemps.
Je l'ai niaisé l'autre jour, j'ai dit que c'était le senior, là. Il a 39. OK. Lui, je pense que ça fait comme 15 ans qu'il est là. Okay. Lui, il est arrivé là, chez Mondou, il devait avoir comme 25, 26 ans, quelque chose comme ça. OK, ouais. Il faudrait que tu lui demandes. Mais lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Ouais. Après ça, tu as ma soeur qui est plus vieille que moi, qui elle, ça va faire genre peut-être 6-7 ans. OK. Moi, j'étais à 6 ans là. Puis t'as ma cousine Marie-France, ma soeur Marie-Josée, mais ma cousine Marie-France, qui, elle, est à sa 4e année. OK. Ouais. Fait que vous n'avez pas commencé à travailler là à 12 ans, tu sais, puis que comme tout ça, c'était votre job d'étudiant, après ça va été votre job temps plein. On a tous eu des petits jobs. Okay. Tu sais, moi, de l'existence de Mondou, tu sais, quand j'étais au cégep, je travaillais dans certains magasins, j'ai même travaillé dans des entrepôts. OK. Je patchais où il y a besoin d'aide. Tu sais, c'est familial. Ben ouais, comme, on l'a tout fait, les 4. On a tout eu un moment où on a essayé quelque chose. OK. Mais tu sais, comme sérieusement, dans un mindset de relève, c'est plus dans ce time-lapse-là. C'est intéressant ça, parce qu'on dirait que souvent, quand tes parents ont une entreprise, souvent on entend ça des jeunes qui sont comme, mais moi je vais aller faire telle étude pour remplir ce poste-là dans la compagnie de mes parents. Ouais. On voit souvent ça, mais toi, c'était pas en tout ça. Toi, t'avais une compagnie de prod comme moi, tu sais. Et j'aimerais ça t'en parles un peu, ça, de comme pourquoi, c'est quand que ça s'est passé, ça. C'est l'abs de Chantal. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai. En fait, tu sais, je veux pas parler pour les autres, mais tu sais, moi, ça n'a jamais vraiment été un intérêt. Tu sais, n'importe qui traînait avec moi à cet âge-là, comme fin cégep, là, je parlais jamais de ça. Okay. C'était comme un fait drôle. Ah, mon père, il est propriétaire de Mondou. Mais tu sais, ça avait comme... C'était pas... J'imagine le monde genre Mondou, les compagnies. Oui. Ouais, mais c'est ça, les bonbons. Là, maintenant, c'est le fun. C'est plus juste les bonbons. Les gens nous reconnaissent. Là, mais donc, c'est ça, comme... C'est pour ça, moi, j'avais voyagé pas mal. J'avais étudié en cinéma. Ben, pas étudié, mais j'avais fait Henri-Lettre au cégep. Puis j'avais comme la grosse piqûre... C'est un projet qui était le projet fin d'année au cégep. On m'avait donné le rôle de directeur photo. Puis, tu sais, autant que c'est un petit projet de cégep, j'ai vraiment pris ça au sérieux. Puis, on dirait qu'il y a comme le fait de travailler sur un set avec du monde, toute la genre de microsystème qui se créait, je capotais. Okay. C'était fou. Donc, après ça, tu sais, comme tu voyages pas mal, tu te promènes sur ta université, puis on dirait qu'il y a comme de fil en aiguille. Malgré que j'étais aux études, on m'a comme... Je me suis dit que j'allais essayer de faire certains projets, puis on a fait des petits courts-métrages. Tu sais, je te parle, j'étais à l'université, on a fait un court-métrage avec pratiquement rien. Okay. On est allé chercher de l'argent à McGill, on a monté un truc, ça a été désastreux comme tournage. Puis, tu sais, mais finalement, on fait une première, tout ça, puis tu sais, les gens le trouvent pas pire, puis on va dans des festivals, puis tu sais, ça réussit pas en tout, mais tu sais, ça reste que c'est vraiment excitant. Fait à ce moment-là, j'ai eu comme un flash de OK, ben, ça peut vraiment être une job. Donc, durant tout le long de mes études, tu sais, j'ai poussé la bosse. On a une petite compagnie de prod avec un gars, avec Benjamin. Finalement, ça n'a pas duré. Puis là, après ça, tu rencontres du monde. Puis, tu sais, surtout à cet âge-là, tu veux faire un film? On va faire un film, tu sais. Okay. Donc, ça a un peu commencé de même. Puis, des faits en aiguille, je me suis mis à avoir des petits contrats pour faire des vidéoclips, faire des petites pubs pour des startups, avoir des gigs actifs pour pouvoir te payer un peu, aller chercher des crédits. Donc, tu sais, comme j'embarquais vraiment dans la game. Puis, je pense à un moment donné, j'ai rencontré 4 autres gars, puis on trouvait que c'était le fun de travailler ensemble. Puis, on s'est parti d'une petite compagnie de prod. Qui était celle que j'ai eu le plus longtemps, qui s'appelle Chantal. Chantal, puis on trouvait ça drôle, c'est 5 gars, on va donner un nom d'une femme. Puis on trouvait ça super rassurant, puis nous, on avait comme ce mindset-là d'être comme vraiment rassurant. Okay. Surtout, c'est que tu travailles avec du monde qui sort de l'université, sort du cégep, c'est comme... Ils sont jamais allés vraiment sur un set. Des fois, ils se font avoir avec les normes actifs, ils se font pas payer, ou il n'y a pas de bouffe sur place. T'sais, nous, c'était comme, tu sais... Même si t'es pas payé, tu vas avoir le meilleur tournage de ta vie. C'était ça le principe. Okay. Puis on a fait ça pendant une couple d'années. Tout ce bout-là, il est flou. Là, c'était tellement intense. Donc, pendant ce bout-là, c'était ça. C'était comme, j'étais comme plus le côté administrateur pro de la gang. Les 4 autres avaient vraiment comme une spécification. Plus, il y en a un qui était monteur, l'autre directeur photo. Donc, c'était ça un peu le but. Donc, j'avais vraiment la job d'administrateur. Puis, on dirait qu'il est comme, après plusieurs réflexions et tout ça,
sais, c'était comme le bout où c'était comme, tu sais, je pense que j'ai peut-être quelque chose d'entrepreneurial en moi. Parce que, tu sais, monter des projets, rencontrer des gens, puis on en parlait justement en Beauce. Moi, c'était ça que je réalisais. Tu sais, c'était, tu sais, ce que j'aime faire, c'est pas tant juste faire des films, mais c'était l'idée de créer ce monde-là où on est une gang qui font quelque chose de hot ensemble. Puis, c'est ça, j'ai fait ça pendant une couple d'années. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Tu sais, mettons, là, cette période-là, c'est de début de l'université, donc mettons comme du 19-20 jusqu'à temps que je rentre chez mon doux, donc 19-20 jusqu'à 27-28, à peu près là. Donc je mélangeais ça avec les études, mes notes n'étaient pas particulièrement bonnes. Ben, tu peux l'imaginer, là, c'est pas des horaires qui se coordonnent bien. Non, vraiment pas. Non. Donc non, c'était un peu ça, puis man, c'était... ça n'a pas toujours été facile, mais je regarde tellement un beau souvenir. Ouais, mais c'est tellement intéressant ça parce que tu parlais que tu étais plus côté producteur et administrateur. Puis moi, j'ai commencé avec mon partner, c'est ça qu'on faisait. Comme les deux au début, on voulait tenir la cam. Puis après ça, à un moment donné, j'ai comme fait mais moi, j'aime ça parler au monde. J'aime ça, là, genre dire comme OK, mais c'est où qu'on va les shooter? J'aime ça organiser. Fait que je fais mais tiens la cam, puis moi, je vais faire le travail avant, puis après. Puis après ça, à un moment donné, j'ai fait mais qu'est-ce que j'aime, c'est le côté entrepreneurial, en fait. Fait que là, c'est comme là que la piqûre s'est donnée. De genre, c'est le fun d'organiser un shoot, mais c'est le fun aussi d'essayer d'aller chercher des plus gros shoots. C'est le fun d'aller chercher encore plus de monde. Fait que, ce côté-là, je pense, le producteur, qui est, comme je pense, méconnu un peu, parce que quand tu penses aux vidéos, tu penses réalisateur, caméraman, monteur, preneur de son. Tu penses pas à la personne qui parle avec le client de comme non, mais ça va être tant, puis le budget, ça va être tant, puis on gère le budget, gère des chiffres, gère plus de tableaux Excel. Mais aussi, moi, ce que je trouvais cool, c'est le volet, tu sais, de comment tu fais pour le rendre réel. Ah, ouais, je comprends. Tu sais, tu te dis, OK, on a X dollars, puis il y a telle idée. Donc là, comme toi, dans the line, c'est qu'il faut que ça fit dans le budget, puis ça marche. Donc, tu te finis par être hyper créatif sur tes méthodes de comment tu fais pour te rendre là. Moi, je toujours me rappeler, le dernier sérieux shoot que j'ai fait, c'était un vidéoclip, puis le gars nous avait présenté son storyboard, puis c'était pour une bourse, puis le gars il avait été dit j'ai trouvé une façon d'aller shooter en Irlande, ça va être pas cher. Puis là, je commence à checker des trucs. C'est comme ça va coûter la peau des fesses. T'sais. Puis on voulait shooter en film, puis là, ça demandait des assurances, pas possible. Finalement, tu sais, on est parti une gang, c'était avec un autre gars que je travaillais dans le temps. On a pris le char, puis on est parti vers le Saguenay, dans le coin de L'Anse-Saint-Jean. Puis on s'est promené, on a fait de la grosse île de log, puis c'était comme on peut faire ça ici. ça peut ressembler à l'Irlande. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de clips qui ont suivi, ont été faits à Saint-Jean. Donc je me dis que on a eu le flair sur quelque chose. Donc non, mais c'est ça, tu avoir cette idée-là de faire qui est comme justement, tu as une feuille Excel, mais après ça, comment tu fais pour que dans the line tout fonctionne? Exact. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est cool. J'aimerais ça qu'on fasse un petit segment plus interactif qu'avant, dans le fond, j'en avais à la fin de mon podcast, que je t'ai envoyé pour que tu regardes ça. Mais j'en ai un autre que je n'ai pas parlé, qui est au milieu maintenant au podcast. Dans le fond, c'est le segment du commanditaire d'aujourd'hui, c'est le segment de l'entreprise Cinétique Bromard qui propose des solutions pour vos besoins d'affichage, des enseignes personnalisées au lettrage de véhicules, qui s'occupent de vous pour une approche humaine. On a une question pour chaque lettre de Bromard. Fait qu'on a une question pour B, pour R, pour O, pour M. Fait que on commence ça, c'est des réponses rapides. OK? Fait que je te dis une question, tu réponds le plus rapidement possible. OK? Donc B pour batterie. Comment tu recharges tes batteries, toi, comme entrepreneur? Tout ce qui est passer du... oui, attends, excuse-moi, je m'accroche, ça part. Tu sais, ski, vélo, c'est sûr, ça, c'est bien important pour moi. Passer du temps avec mes amis, passer du temps avec ma blonde, ça, c'est bien important. Social. Oui, il y a comme un côté social et aussi, j'ai besoin d'être dans le bois. Tu sais, du social et dans le bois. C'est bien important. J'aime ça. Ça me fait penser que quand tu sais, on avait fait le truc là, à l'école, là, tu sais, j'avais écrit faire des feux. Ouais, puis, ça, c'était fou. Ça, moi, c'est encore comme, je me rappelle souvent de genre, OK, là, ça va pas. OK, je fais pas assez de feu. Vraiment, c'est marqué, là. R pour rencontre. Quelle a été la rencontre la plus marquante, la plus importante? Ben, tu sais, c'est sûr, il y a ma blonde. Ouais. Ça, c'est comme bien important. Vraiment, genre, je peux pas aller dans les détails à quel point c'est une belle rencontre, mais c'en est une. Mais plus professionnellement, je te dirais, je l'ai rencontré une fois, puis c'était justement à l'école de Beauce, puis c'était Louis Roy, le fondateur de Optel, une boîte à Québec.
Puis il avait comme passé un message sur comment, en tant que propriétaire d'entreprise ou en tant qu'entrepreneur ou peu importe, tu avais comme un genre de devoir de faire le bon. Puis c'était la première fois que j'entendais quelque chose qui, dans le cas de mon travail, là, qui faisait comme ok, j'ai trouvé de quoi. Nice. J'ai trouvé que ça va faire partie de mon comme là, ce qu'on parlait de l'ikigai. Oui, c'est ça, exact. C'était un peu ça. Moi, il faut que ça fasse partie de mes principes. Intéressant. O pour objectif. Objectif dans court terme, moyen terme, long terme. Court terme, moyen terme. On dirait qu'on fait ton ikigai en ce moment. Ouais, c'est ça. Je te dirais court terme, c'est vraiment juste tout ce qui est comme niveau de transition, tout ce qu'on fait vis-à-vis de la business de ce temps-ci. Je trouve on a du super beau travail à accomplir là, présentement. Puis sans aller dans les détails, c'est ça pour moi, c'est vraiment dans le court terme qui est bien important. Présentement, mon gros focus, c'est surtout la business de ce temps-ci. Dans le plus long terme, je sais pas. Je suis en train de me créer une expertise en développement durable. Puis je te dirais que comme dans le long terme, j'aimerais que ça devienne vraiment comme un ancre dans ce que j'accomplis dans le day-to-day, pas juste professionnellement, mais personnellement. Donc, je te cherche encore une explication derrière, mais ça serait dans ce mindset-là. Je comprends. M pour mantra. T'as un mantra de vie ou dans le fond, ton ikigai? Ouais, moi, je le dis souvent, là, c'est bien correct. Je suis très difficile avec moi-même, donc j'essaie toujours de me ramener à, c'est pas grave, donc c'est bien correct. OK, j'aime ça. A pour apprentissage. Apprentissage que tout le monde devrait savoir. Tu sais, un petit truc que comme tu sais que t'es comme, hey, ça, c'est cool à savoir. Justement, à cause de Rémi Tremblay, là, j'ai fini un livre d'un gars qui s'appelle Serge Marquis, qui est tout à propos de l'ego. OK. Et puis ça, c'est quelque chose que je trouve malade, c'est que tu réalises que toutes les situations que tu vis avec quelqu'un dans lesquelles, comme tu te sens peut-être insulté ou peu importe, c'est souvent une réaction à l'ego. Puis tu réalises que c'est peut-être... Puis je l'ai compris, mais je le pratique pas tous les jours, là, mais tu sais, c'est dire qu'il est comme... L'ego devient souvent un problème. C'est souvent la source des petits enjeux que tu vis. Là. C'est intéressant ça. On va en parler tantôt quand on va parler de genre travail de famille puis tout ça. R, résilience. Résilience, une épreuve qui t'a rendu résilient. Toute la période du cinéma, je te dirais, là, tu t'embarques dans quelque chose, tu penses que ça va être facile, puis finalement, t'es petit dans tes shorts rapidement, là. C'est ça. Je pense que ça a été comme le moment où j'ai réalisé que comme ça sera pas facile, mais c'est pas grave. Nice. C'est pas grave. Très hot. Je voulais qu'on passe, le segment est fini. T'as super bien fait ça. Yes. Je me demandais, tu sais, tu as parlé de travail de famille, on a parlé de genre l'ego, on a parlé de le stress, que tout le monde n'a pas la même expertise, puis tu essaies de prendre tes expertises puis de le faire. Mais là, vous êtes 4. Comment vous travaillez ensemble, tu sais, puis c'est quoi les choses que tu pourrais dire, mettons, à quelqu'un, comme, hey, faites attention si vous allez travailler avec votre famille, tu sais, faites attention à ça ou... tu sais, nous... En termes d'expertise, ce qui est avantageux, c'est que les 4, on est complètement... On a tous vraiment notre set d'expertise. Ah, nice. On l'a comme ramené à quelque chose de vraiment simple. Puis, c'est plus complexe que ça, mais pour que ce soit clair. Là. C'est que tu as le principe des 4P là, qui était en marketing. Là. Puis, nous, il y en a un autre. C'est quelqu'un qui nous a présenté ça à un moment donné. C'est People... c'est quoi? C'est People, Planet, Product, Profit. Puis en fait, c'est que chacun d'entre nous, on porte un P d'une certaine façon. Moi, dans mon cas, c'est très planète, vu certains de mes intérêts. Après ça, si tu le complexifies, tu vois que comme on touche un peu à tout, mais l'idée, c'est que ça fonctionne de même. Okay. Donc, dans notre day-to-day professionnel, c'est vraiment ça notre focus. Okay. Donc ça a été, je te dirais, ça a comme simplifié un peu le tout. Mais tu sais, pour répondre à ta question, c'est un conseil par rapport à travailler avec sa famille, tu sais, c'est de vraiment prendre le temps d'apprendre à les connaître. Mais pas de les connaître comme « Ah, c'est mon frère ou c'est ma cousine ». Non, tu les connais professionnellement. Parce que
leur façon de gérer le stress, leur façon de gérer les victoires, est complètement différente de la tienne, que ce soit ta famille ou non. Puis des fois, tu sais, moi, je me rappelle, on avait vécu une genre de situation un peu stressante entre nous quatre. Puis on était comme les quatre un peu de même. Puis quand on s'est mis à se parler, on réalisait que comme les quatre, on avait peur de la même affaire. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ça fait comme, avoir su, j'y aurais pas. Ouais, c'est ça. Je comprends. Tu sais, c'est les mêmes principes qui s'appliquent à une relation de couple saine. Tu sais, c'est communication, transparence. Puis l'ego est bien important. Tu sais, prendre en considération que si tu réagis mal à une situation, si tu dis, est-ce que mon ego, c'est vraiment comme vrai ce que je vis là. Ouais, c'est ça. Avec mon partenaire, on a cette genre de mentalité-là qu'on s'est toujours dit de comme, si mettons, il y a de quoi qui te gosse, genre, dis-le demain. T'sais. Fait que c'est comme, aujourd'hui, ça se peut là, que genre, t'étais fatigué. Puis, tu sais, des fois, c'est con, là, j'ai remarqué ça, mais mettons là, que moi, je vais jouer une game de hockey le soir, puis j'étais vraiment pas bon. Le lendemain, je vais être un peu shaky, genre, côté confiance, parce que je vais être comme, OK, hier, j'étais pas bon. Fait que si quelqu'un me dit un commentaire un peu plus négatif que constructif, je vais moins bien le prendre que si je me sens comme top shape, tout ça. Fait que des fois, c'est juste, attends demain, tu sais. Puis si demain, ça te gosse encore, ben dis-le, tu sais. Puis il n'y a pas de stress, tu sais. Fait que ça, j'aime ça, faire ça, de comme... puis aussi, qu'est-ce qui t'a gossé, tu sais? Pourquoi, puis tout ça. Puis je trouve ça le fun de se dire, attends demain, tu sais. Puis des fois, si c'est urgent, dis-le. Mais je comprends à 100%, là. Ça tombe un peu là. Tu sais, c'est exactement la même veine, tu sais. C'est prendre le temps de, comme, réfléchir à pourquoi t'es fâché, tous ces trucs-là. Donc, exact. Tu es avec la famille, là. Exact. C'est bien important. T'es-tu encore capable de, comme, aller bruncher, tu sais, chez ta sœur un dimanche, quand toute la semaine, vous avez travaillé ensemble, ou ça a, comme, changé votre dynamique? Non. Ben, quand... si je parle spécifiquement de ma sœur, on est quand même proches. Donc, je te dirais, on se parle régulièrement. Pas trop de difficultés. C'est sûr qu'il y a des fois, on parle un peu de job, mais on dirait que comme les deux, on se respecte beaucoup là-dessus. Donc, non. Dans l'ensemble, c'est sûr qu'on parle de job dans certains contextes parce que c'est juste vraiment intéressant. OK, ouais, je comprends. Mais on a bien réalisé que nos conjointes, que ce soit même avec nos cousins-cousines, c'est la même affaire, c'est que travaillent pas là-dedans. Puis peut-être que pour eux, c'est pas tant intéressant. Donc, c'est prendre le temps de... on a été... on peut s'améliorer. On s'améliore tranquillement. Il y a eu des périodes où on était comme trop dedans. Donc, moi, je m'appelle ma blonde me dit un moment donné comme, hey, je m'en fous. Là. C'est ça. C'est cool pour vous. Mais... Donc, non, c'est ça. On se le dit sans le vouloir. On se le dit à nous sans même le vouloir. Là. Je comprends. Puis je voudrais qu'on parle un peu plus du groupe le Go puis tout, parce que je trouve ça tellement intéressant. Comme tu m'as montré, quand tu étais en Beauce, le fameux cercle de groupe Go et tout, qu'est-ce que vous êtes connectés. Puis on dirait ça, on voit souvent ça, mettons, avec genre Nestlé, puis là, tu vois genre l'immensité, tu sais. Mais pour moi, je trouvais ça vraiment cool de voir ça. Puis je voulais savoir, tu sais, là, t'es arrivé, il y avait Mondou, vous avez 85. Comment ça peut pas prendre tout de votre temps, tu sais, ça, c'est tellement gros, juste avoir 85 magasins, tu sais. Puis... Attends, j'ai tellement de volets à ma question. Là. Je vais commencer par une affaire. Mondou, vous avez les magasins. Est-ce que vous achetez les buildings aussi? Un peu à la McDo de comment nous, c'est du real estate. Ça dépend. Je te dirais, pendant une période, oui. Mais ça fait un peu partie de notre truc, c'est qu'on a un volet immobilier. Donc, l'idée, c'est que... L'idée, c'est toujours renforcer un peu ta position. Donc, c'est sûr que si t'es propriétaire d'une bâtisse, ben, c'est sûr que ton loyer va te coûter moins cher parce que tu loues à toi-même. Donc, tu peux te faire un deal. Donc, tu sais, je te dirais, c'est on and off. C'est dans nos pratiques. Tu sais, comme je te dis, nous, le but, c'est d'être le plus intégré possible. Donc, tu sais, comme les bonnes pratiques en gestion de location de magasins, c'est bien important. Puis, ça serait quoi une gestion? C'est quoi une bonne pratique? Ça, je suis pas le plus calé là-dedans. Mais tu sais, c'est vraiment, de ce que je comprends là, en parlant de nos experts, puis tu sais, comme... Je vais revenir là-dessus tantôt, mais tu sais, c'est ça, c'est se dire que tu puisses payer le moins cher possible ton pied carré, que... Tu sais, c'est sous tout ça, que... Ou le magasin... Tu sais, comme ils disent, le retail,
C'est quoi? C'est position. Location. Ouais. Donc, c'est beaucoup ça, tu sais, du bon retail, c'est ton magasin, il est où, puis est-ce que ça t'a coûté cher à être là? Je comprends. OK, oui, donc, c'est un peu ça. Donc, tu sais, comme nous, on est une team d'experts, que eux, leur job, c'est de faire comme, OK, ben, ce coin de rue-là, voici pourquoi c'est le meilleur coin de rue. Puis, OK, je comprends. C'est des pratiques classiques en retail. Ouais, je comprends. Mais tu sais, nous, c'était devenu quelque chose que, comme on s'était dit, faut que ce soit une pierre angulaire. OK, donc, je comprends. C'est ça. T'sais, nous, on se met dans le mindset que, comme, il faut que ce soit bien fait. Je comprends. Puis vous avez maintenant votre usine. Est-ce qu'elle est fonctionnelle là, à Jupiter, à Drummondville, c'est ça? Pas à Jupiter, mais. Oui, Jupiter, pas Jupiter, c'est la Lune. Ouais. Jupiter, tu sais, parle-moi un peu de comme pourquoi vous avez construit ça. C'est genre super gros, c'est genre 50 millions d'investissements. Tu sais, j'ai vu ça dans un site. Oui, ça se peut. Je sais pas si c'est comme. C'était accurate comme chiffre, là, mais comme pourquoi vous avez décidé de comme. Ben, c'est surtout ça, comme. On a une approche très protectionniste. Puis l'idée, c'est de se dire on veut être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Okay, puis Jupiter, c'était ça. C'est qu'à un moment donné, dans l'existence de notre marque privée, il y a un problème avec les usines. Puis l'idée, c'était juste de dire hey, on veut pas avoir de mauvaises surprises. Puis je pense que c'est né un peu de ça. Puis tranquillement, il y a eu mais c'est un projet de mon oncle. Puis c'était de dire qu'il il faut juste trouver le bon partner. Puis à un moment donné, on a trouvé le bon partner. C'est une autre famille en affaires qui est basée dans le coin de Drummondville. Puis c'est de là qu'est née l'idée. Donc là-dessus, ça depuis dernièrement, là, c'est là que notre marque privée Vetzet est faite. OK. Fait que là, dans le fond, vous créez c'est la nourriture humide, c'est ça? Ou non, c'est une sec? C'est de la sec. On a un autre projet d'humide qui s'appelle Food for Pet, qui est pas très loin de là. Avec un autre joueur là-dedans. OK. Puis ça, c'est notre nourriture humide. Je comprends. Puis, la canne, on appelle. OK. Puis pourquoi vous avez... pourquoi? Parce que c'est une bonne décision, mais comme... Tu sais, vous avez Mondou, mais après ça, vous avez beaucoup d'entreprises. Vous êtes associés, vous faites des actions d'entreprises qui font, mettons, de la nourriture premium pour chiens, la nourriture humide, la nourriture sec, tu sais. Est-ce que c'est parce que vous avez vu que comme dans le marché... ou c'est peut-être sûrement ton père puis peut-être ton oncle qui avait fait ça avant. Y avait-tu des trucs dans le marché où vous êtes comme, OK, là, en ce moment, nous, on voit qu'il y a un gros vendeur, c'est la nourriture humide. On en veut de la nourriture humide à nous, dans le fond? Ou? Tu sais, en retail, dans les bonnes pratiques. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, nous, ça a toujours été ça, le mindset. C'est quoi une bonne pratique? OK. Puis, ce qu'on appelle la marque privée, c'est super important. Parce que ta marque privée, en gros, c'est ce qu'on appelle un puller, c'est que c'est juste toi qui as vend. Donc, si ton client aime ton produit, il peut juste revenir chez vous. Je comprends. Donc, l'idée, c'est qu'en fonction des segments de marché, si tu vois, comme tu dis, qu'il y a un segment qui est intéressant, toi, ce que tu fais avec tes équipes, tu crées un produit similaire en marque privée. Ouais. Donc, c'est pour ça que, mettons, comme nous, notre grosse marque privée, c'est Vetzet. Ouais. Vetzet, c'est un parfait exemple. C'est ce qu'on appelle du premium. OK. Donc, c'est un peu ça l'intention. C'est que tu viens chercher un puller. OK. N'importe quel grand retailer le font. Tu sais, mettons, tu vas chez... tu sais, le choix du président, c'est ça, chez Loblaw. Ou Decathlon, au Canada, sont très forts. Là. Tu sais, ils ont leurs propres produits, c'est juste eux. Donc, ils vont chercher le monde de même. Puis... au bout de la ligne, ça te coûte moins cher parce que tu n'as pas à payer XY frais d'agence ou peu importe. Puis aussi, tu le contrôles. Ouais, je comprends. C'est un peu ça. En fait, non, c'est pas un peu ça. C'est ça l'intention de la marque privée. C'est que tu veux être sûr d'avoir un bon contrôle de ton produit puis d'être sûr d'avoir de hook, là, d'hameçonner ton client comme il faut. Ouais, je comprends. Ah, c'est tellement intéressant. Puis, tu sais, tu disais que ton expertise en ce moment, c'est plus développement durable. Ouais. Puis, tu sais, t'as l'air, quand t'en parles, t'as l'air aimer ça, tu sais, la business. Tu sais, est-ce que... Comment ça s'est passé, pas ton choix de poste, mais ton poste? Tu t'es créé un poste parce que tu voulais avoir ce poste-là ou il y avait vraiment un besoin puis tu t'es dit genre, OK, je suis là-dessus. Puis tu sais, comment ça s'est passé? Je te dirais, c'est un mix d'affaires. Moi, on m'avait mis au contenu chez Mondou par un bout. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis là, on a monté un département. Puis tout ça, puis il fallait focuser sur le contenu. Puis c'était comme tellement naturel de me mettre là, vu ce que j'avais fait avant. Ouais. Puis on dirait, mais dans le temps, il y avait une conversation sur les bonnes pratiques en développement durable chez les entreprises. Puis c'est pas que nous autres, on faisait mal les choses, mais c'était comme il y a une matière à amélioration. Puis le directeur général de l'époque, il m'a juste fait prouve-nous. Faut essayer, tu sais. Donc, pendant un certain temps, j'ai vraiment comme pris le temps d'analyser l'entreprise, ça c'est quoi nos bonnes pratiques, puis tout ça.
Puis j'ai fait une présentation, puis on m'a juste donné le feu vert sur si c'est vraiment quelque chose que tu penses qui peut être pertinent pour nous autres, vas-y. Puis pendant une couple de mois, ça a été le gros focus de comme vraiment créer une stratégie, voir où on s'en va, tout ça. Puis là, maintenant, c'est comme si c'était un département. Puis, OK, je comprends. Puis toi, t'es comme à la tête de ce département-là? Ouais, mais tu sais, je te dirais pour l'instant, c'est plus de la recherche. Là. Puis, tu sais, c'est beaucoup... Tu sais, ce qui est bien important dans ces enjeux-là, surtout dans des entreprises, c'est tu veux t'assurer que tu fasses pas n'importe quoi. On veut absolument éviter le greenwashing. C'est une tendance vraiment courante à la mode de ce temps-ci. Donc, tu te fais aller chercher un peu de gauche à droite. Moi, mon but, c'était de s'assurer qu'en termes d'action, on fasse des trucs qui ont vraiment de l'impact. Donc, je te dirais, depuis 2 ans, c'était ça. Encore maintenant, c'est l'idée de... Tu trouves vraiment c'est quoi le filon qui marche le mieux pour tes pratiques. Ouais, je comprends. Pour être sûr que comme, je fasse pas quelque chose. Tu sais, comme l'idée de planter des arbres, c'est beau planter des arbres, mais est-ce que tu as une stratégie entourant ton idée de planter des arbres? Est-ce que c'est juste tu fais ça parce que tu veux juste en parler dans les nouvelles? Je comprends, ouais. Puis t'as-tu un exemple concret de quelque chose que tu as fait, tu sais, puis t'es comment ça l'a vraiment aidé, mettons? Ben, là, je te dirais, le plus gros dossier sur lequel on est, là, puis c'est en travail, là, c'est vraiment... Moi, ce que j'ai réalisé qui peut avoir le plus d'impact, c'est vraiment au niveau de notre approvisionnement. L'approvisionnement, c'est où tu vas chercher ton stock, tu sais. Puis, surtout en retail, c'est là que tu as le plus d'impact. Parce que tu vends du stock. Donc, tu veux t'assurer que tu as du bon stock puis qu'il ne fasse pas trop de chemin, tout ça. Donc là, je te dirais, depuis, ça va faire 6 mois, là, on est en formation avec toutes nos équipes d'acheteurs, que ce soit chez Mondou, chez Renz en Ontario, notre équipe de marque privée, c'est qu'on est en train de faire un gros programme de formation pour de l'approvisionnement responsable, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi les bases puis les principes, puis qu'eux, de leur bord, sont en mesure de monter une stratégie qui fonctionne pour nos pratiques. Je comprends. Parce que la dernière chose que je veux faire, c'est arriver à ma gang puis juste faire comme « Hey, voici ce que j'ai pensé, puis voici ce que vous devez faire. » Je comprends. Je préfère que ça vienne d'eux. Donc, je te dirais, pour l'instant, puis on est d'un début, j'aimerais ça dire hey, « on est carbo. » Non, je comprends. Je te dirais, c'est vraiment ça, là. Pour l'instant, c'est le bout que je me dis, si ça fonctionne, on va avoir quelque chose de vraiment cool entre les mains. Puis de l'autre bord, ben, on est en train de faire notre bulletin d'empreinte carbone. Puis on veut se fixer un but. Tu sais, l'idée, là, c'est... Puis je veux pas vendre de chiffres ou rien, puis on n'est pas encore là, mais tu sais, l'idée, c'est qu'on veut vraiment être un leader là-dedans. Je comprends. Puis je parle dans le milieu animal. Tu sais, j'aimerais ça. Parce que, tu sais, quand tu dis approvisionnement, c'est comme, mettons, quelqu'un qui dit, mais moi, ma bouffe, ou genre les trucs qu'on achète pour vendre dans nos magasins, s'ils viennent du Japon, ça prend... Il y a bien plus une grosse empreinte écologique que si ça vient de Marieville, genre. C'est ça, dans le fond. Oui. Oui, dans ce sens-là. Tu peux le dire en plusieurs façons, mais entre autres, c'est ça. Le chemin que ton produit fait, là, ça, c'est un super bel exemple. Aussi, ta matière première, elle vient d'où? Peut-être qu'elle vient de Marieville, mais... Il y a 60 000 trucks qui prennent. Oui, même juste comme le produit lui-même, l'usine où ça a été retiré, peut-être que la pratique est pas bonne. Je comprends, ok. L'idée, c'est que tu prends en considération toutes les strates de qu'est-ce qui a fait ton produit. Des fois, qu'ils viennent d'Asie, c'est pas grave. OK. Il faut juste le voir, il faut le mettre en perspective de même. C'est-à-dire qu'il est comme... Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait... puis c'est souvent ça, là. En vêtements, c'est une approche consciente sur la provenance de tes produits. Puis à partir de là, c'est que comment je peux dire, c'est que tu peux te retracer, tu sais, ça revient à ça, c'est d'être en mesure de retracer, puis se dire, c'est que, tu sais, si, mettons, tu as une usine de poulet, puis tu as des problèmes d'une maladie quelconque, ben tu es en mesure de te réajuster, puis tu sais c'est quoi les specs de ça pour essayer de te réajuster. Je comprends. Donc, tu sais, c'est juste être conscient de comment ton produit est fait. C'est tellement gros comme question, il y a tellement de layers à regarder pour être arrivé à comme... OK, on va faire ça, tu sais. Ou genre, OK, on va arriver dans cette direction-là. Je suis curieux parce que je pense que peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast-là qui vont être dans du reprenariat ou une relève, tu sais. Puis même moi, je me demande souvent ça, tu sais, comment ça fonctionne quand, mettons, ton père et ton oncle avaient cette entreprise-là. Eux, ils comptent là-dessus pour que ça soit leur fonds, ça soit leur retraite, tu sais, parce que toute leur vie, ils ont grandi, puis quand ils bâtissaient ça, ils disaient, un jour, on va juste prendre notre retraite, tu sais. Mais là, mettons, je prends l'exemple de mes parents, tu sais, qui ont une maison, ma soeur veut acheter cette maison-là, ben, tu sais, ils vont pas y faire
ils vont pas le vendre le plus cher possible, tu sais. Vous, comment ça fonctionne? Est-ce que tu t'endettes à pu finir puis dire, genre, à 100 ans, j'aurai fini de payer cette entreprise-là? Ou genre, comment ça fonctionne, tu sais? Tu sais, sans tomber dans les détails, je te dirais, c'est c'est une entente qui était avec eux. Parce que ce qui était clair pour nous, faut pas que ça ait l'air qu'on n'a pas travaillé pour. Donc, c'est un peu ça, tu sais, c'est de l'entente que tu es capable d'avoir avec eux sur c'est quoi la somme que vous êtes prête à mettre pour donner, pas pour donner, faut que vous travaillez pour, mais aussi que ça vient pas ternir l'avenir de l'entreprise. Donc, c'est trouver un peu ce juste milieu-là. Puis nous, ça a été ça. Donc, tu sais, c'était juste de mettre au clair qui est comme, voici qu'est-ce qu'on s'entend. Faites-vous-en pas, tu sais, on va travailler d'arrache. Puis ce qui est le fun, c'est que ça te met une pression, toi, à bien performer. Ça, je trouve ça le fun. Mais de l'autre bord, c'est que, on met pas la clé dans la serrure. C'est ça. C'est ça l'intention. OK. Puis est-ce qu'il y avait comme, quand ils vous ont dit... OK, ça serait une possibilité que vous reprenez l'entreprise. Eux, y avait-tu déjà eu des offres de fous qui étaient comme, tu sais, c'est une faveur qu'on vous fait parce que nous, mettons, il y a un groupe de gars à Vancouver qui vont l'acheter pour 2 milliards, tu sais, comme... Ah, regarde, ça, je peux pas dire, mais je pense pas. Okay. Dans le sens, c'est que si je me mets dans la tête, surtout... si je me mets dans la tête là, les conversations que j'ai eues avec les deux frères, c'était comme, on dirait que c'était comme clair, dans leur tête, c'était à nous. Que ça reste familial. Eux, c'était vraiment comme, il faut que ça marche. Puis je reviens beaucoup à ce que je te disais au début, puis c'est un truc que mon père disait souvent, c'était comme, ce qui est important, c'est que vous entendiez. Puis je pense, on dirait que ça, c'était le plus important. Puis à partir de là, on verra le reste. Mais tu sais, dans la tête, c'est comme, tant que vous entendez, ça, c'était vous autres. Tellement hot. Ça, c'est une belle mentalité. Puis, tu sais, clairement que c'est de génération en génération. Puis, le truc familial que Mondou a, et c'est tout à leur avantage que ça reste, tu sais, familial, ce truc-là, tu sais. Puis, je pense que la chose que tu veux, c'est d'avoir travaillé 40 ans de ta vie sur un projet, puis finalement, tu vas dans un Mondou dans 10 ans, tu sais, puis que c'est comme complètement changé, puis c'est complètement plus l'identité que toi t'as aimé. On dirait que c'est comme un peu poche, tu sais. Je peux imaginer. Mais tu te dis, oh my God, moi, j'ai toujours l'impression que Mondou, c'était comme l'autre enfant de mon père. Ouais, je comprends. Puis, c'est moi qui en parlais. Hein, oui, ben tu sais, il était passionné, tu sais. Donc, tu sais, c'est se dire qu'il est comme... Malgré qu'il, je pense, présentement, il essaie de se détacher le plus possible. Il est toujours curieux. Puis de savoir qu'il est entre nos mains, je sais que ça le rassure. Oui, vraiment. Ma dernière question avant qu'on passe au dernier segment un peu plus interactif de la fin. Toi, si tu pouvais, genre, t'imaginer comme une vie, tu dis, moi, ma vie, si ça pouvait être ça, tout le temps, ça serait insane. Tu sais, mettons, faire du ski, genre, 14 fois par jour. Tu sais, comme, ça serait quoi, comme, ta vie, que tu serais comme, ça, c'est parfait, tu sais. Mettons, ta maison est où? Tu fais quoi pendant tes journées, tu sais? C'est une question. Je sais pas où. C'est sûr, je serais à quelque part qui a accès à du plein air facile. Tu sais, ce serait vraiment un mix d'être en mesure de voir les gens que j'aime, passer du temps dehors, puis, tu sais, entretenir mes passions, tu sais, c'est bien important, là, tu sais, que ce soit genre, d'un point de vue sportif, mais aussi professionnel. C'est super flou ma réponse, hein. Mais tu sais, c'est correct. Tu sais, c'est genre, il faut que ça soit un melting pot de ça. Tu sais, je cours le plus possible présentement vers un équilibre de toutes ces patentes-là. Ben, tu sais, l'exercice qu'on a fait ensemble d'ikigai, moi, c'est bien important. Tu sais, c'est dire qu'il est comme, je veux un équilibre de tout. Ça va être tough, mais tu sais, c'est dire qu'il est comme, il faut que ça marche. Parce que sinon, je sais que si je suis capable de me perdre là-dedans, je vais virer fou. Donc, tu sais, c'est garder ça un peu puis que ça grandisse avec moi. Tu sais, je te parle de ça, moi, à 32 ans, mais cet équilibre-là va sûrement changer quand je vais avoir 5 ans. Probable. Mais tu sais, c'est dire qu'il comme ça, il faut que ça reste dans mon mindset. Tu sais, comme, je passe du temps avec les gens que j'aime, j'ai du temps pour mes passions, puis que je sois, le plus possible proche de verdure. C'est sûr que c'est le fun. Vraiment cool. J'aime vraiment ça. Puis, OK, j'ai une autre question avant qu'on passe au segment, finalement. Qu'est-ce que tu imagines pour le groupe Legault dans les prochaines années? T'sais, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu souhaites au groupe Legault dans les prochaines années? T'sais? Ben, mon feeling, là, pas mon feeling, ce que j'aimerais le plus, c'est que ça garde ce que c'est là. C'est comme, c'est une entreprise familiale de gens hyper passionnés. Puis je trouve que c'est une belle énergie. Je veux que ça reste. Comme ça, c'est...
je pense que c'est comme la sauce, notre genre de sauce secrète, c'est ça. C'est comme, je trouve qu'il y a un vibe, le fun. On n'est pas parfait, mais je sais pas, tu sais, il y a du monde passionné puis passionnant. Puis ça, je trouve que ça fait vraiment partie de la richesse de ce qu'on a. Là. Donc, ouais. Vraiment cool. Fait qu'on passe au dernier segment que je fais avec tout le monde que j'ai reçu. Donc, la première question, c'est la question parfaite. Si tu peux t'asseoir avec 3 personnalités ou entrepreneurs, peu importe, pour une soirée, café, mort-vivant, ça serait qui les 3 personnes? Tu m'as envoyé ça une couple de semaines. J'ai vraiment la misère à m'arrêter là-dessus. Ça peut être 3 personnes, puis si, mettons, on se reparle dans 2 ans, ça pourrait être 3 autres personnes. C'est pas besoin d'être coulé dans le béton. Là. Ouais. Aujourd'hui. Tu sais, mettons, c'est sûr que. Tu sais, mettons comme Jimmy Chin, le photographe de National Geographic, c'est sûr qu'il y a des histoires de fun. Tu sais, moi, je veux m'asseoir avec du monde avec qui, mettons, on a un bon souper, puis on a du fun, ça peut virer party. Là. Puis moi, j'aime ça jaser, donc tu sais, je veux. Puis c'est ça, c'est que ça serait trouver du monde avec qui je peux jaser. Tu sais, comme Jimmy Chin, ça peut être un super bon exemple. Tu sais, je sais pas, tu sais, comme, mettons, comme Quentin Tarantino, tu sais, même... lui, ça doit être cool. Il doit en avoir des pas pires. Sofia Coppola, la réalisatrice aussi, je trouve, j'aime beaucoup son esthétique. Puis, je sais pas, genre, tu sais, je suis juste curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a à dire. OK. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde dans le monde des arts, vraiment intéressant, où... là, il faut que tu me fasses son top 3 final. Là. Fait que Jimmy Chin. Mais je te dirais, c'est comme Jimmy Chin, un réalisateur de films quelconque. Là, les 2 que je viens de te nommer, ça serait quand même cool. Sinon, je l'ai déjà rencontré, mais je veux repasser du temps avec. Il s'appelle Maxime Allard, puis c'est un prêtre. OK. Puis il est pour les Dominicains, puis il donnait un atelier sur... juste comme... C'est un truc de philo. Puis j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent de ma vie. Pour vrai? Jamais. Je peux pas t'expliquer, mais tu sais, c'était comme... Il y a trop de choses à dire, puis j'ai envie d'en apprendre plus. C'est intéressant, ça. Non, c'est... j'oublie c'est quoi, l'école. Bref, il donne des formations, puis j'en ai assisté à une, puis c'était comme... l'éventail de ce qu'il avait à dire était tellement large, puis le gars, il est prêtre, donc je capotais. Donc ça serait souvent ces 3-là. Tu vois, c'est la première fois qu'on a un prêtre. J'ai fait pas loin de 50 personnes à qui j'ai posé la question, puis t'es le premier qui dit un prêtre, puis j'adore ça. C'est vraiment le fun. Mais celui-là, là, Maxime, alors, il vaut vraiment la peine. Moi, ça a été une des rencontres. Wow, ok, c'est vrai, ça. C'est vraiment cool, ça. Faire des rencontres comme ça, que ça te reste longtemps dans la tête. Puis tu dis, j'espère un jour le recroiser. 100%. Vraiment cool. Réponse rapide, encore une fois. Ton projet le plus marquant? Je te dirais pas mal la business à date. Tu sais, tout le reprenariat, le travail qu'on fait avec la famille, où on s'enligne en tant que groupe, là, ça, je suis dedans, puis tu sais, je sais qu'il est comme... Je vais l'avoir dans la peau pendant longtemps, ton plus bel achat de ta vie? N'importe quoi qui tourne autour du sport. OK. Mais t'as pas une paire de ski, mettons, ou quelque chose que t'es comme ça? Mais tu sais, mettons, pour mes 30 ans, je me suis acheté un vélo. OK. Puis tu sais, c'était comme mon cadeau de mes 30 ans. Là. Puis je te dirais que comme, je sais, je vais le garder toute ma vie. Je comprends. Un rêve secret? J'aimerais ça plus travailler de mes mains. Où j'allais au cégep, je suis à côté, il y avait un gars qui réparait des vieux bicycles. Puis, je sais pas, je me vois rêvasser faire ça. OK, j'aime ça. Ta meilleure habitude de vie? Tout ce qui... faire du sport. Faire du sport, bien manger. Ouais, j'aime ça. Dernière section, under ou overrated. Okay? Fait que tu me dis si, d'après toi, c'est overrated dans la société dans laquelle on vit. Okay? C'est des affaires bien random. Il faut que ça aille vite. Okay? Aller au centre d'achat. Correct rated. OK. Le HSC de Montréal. C'est bien. C'est correct. Prendre des notes à la main dans un cahier. Ah, ça, c'est le best. Underrated. Le snow. Et non le ski, le snow. Ah, le snow, c'est bien correct. C'est correct? Mais je peux pas dire c'est underrated ou overrated. J'ai des amis qui font du snow, puis je trouve ça beau. Là. Comme je suis allé au Japon, les gars là-bas, ils sont forts. Le massif de Charlevoix. Ah, c'est cool. C'est rated. Je pense que les gens de Baie-Saint-Paul sont fâchés là, à cause du Club Med, mais moi, j'adore aller là-bas. Là. C'est under, tu penses? Ou... Mais pas underrated, parce que tout le monde le connaît.
Donc, non. Tu sais, mettons une montagne de ski qui est underrated, c'est le Mont-Édouard à l'Anse-Saint-Jean. Ça, c'est underrated. Tu sais, le massif, c'est rated. OK. C'est pas overrated, genre, il n'y a pas trop de monde. Non? OK. Un beau bureau. Tu sais, avoir un beau bureau pour tout le monde, tu sais. C'est un bad rep de ce temps-ci, mais moi, je trouve ça underrated. Des vidéos qui présentent les entreprises. Tu sais, mettons que tu as une business, puis faire une vidéo qui présente ton entreprise. Ça peut facilement être mal fait. Puis dans ce cas-ci, je trouve ça vraiment overrated. Mais quand c'est bien fait, là, quand c'est bien fait puis c'est senti, là, tu sais, des vidéos de même là, où les gens mettent vraiment leur couille sur la table, là, c'est underrated. Être B Corp. Ah, c'est pour l'instant, je dirais que c'est encore underrated. OK. Un Big Mac, mais poulet. Tu sais, les nouveaux qui ont sorti? J'ai jamais essayé. Mais je me rappelle être jeune, faire comme ça doit être vraiment bon. Quand j'ai vu la pub, je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye. Mais je vais pas souvent au McDo. OK. Mais je suis curieux. Mais je suis vraiment curieux. Je peux pas dire. OK. Il n'y a pas de note. Il n'y a pas de note. Super, ben that's it, Marc-Antoine, c'est la fin. Cool. Est-ce que je peux mettre de quoi dans les liens, la description? Tu sais, si je peux mettre quelque chose? Ben c'est sûr, il y a le mondo.com. Obviously. Si vous voulez acheter des trucs pour vos animaux. Si vous y allez déjà pas, juste comme Get on Board. Puis Get on Board. C'est des excellentes boutiques. Si vous êtes en Ontario, Ranspet. Ou même dans les Maritimes, jusqu'à Saint-John, Terre-Neuve maintenant. Des récents maintenant avec des nouveaux partenaires, Homes Alive Pets, qui est basé à Edmonton, jusqu'à Vancouver. HomesAlivePet.com, quelque chose de même. Allez en ligne. Donc, si vous avez un animal de compagnie, une de ces 3 boutiques peut vous aider. Super. Hey, merci Marc-Antoine, c'est très gentil. Merci à toi.